expo, c'est que c'est vraiment un café philosophique. Et n'hésitez pas à venir au premier rang. Le but est de partager, de discuter ensemble. Voilà, je le mentionne juste maintenant, comme vous voulez. C'est pas comme dans une classe, dans une conférence. Là, c'est vraiment un partage. Tout le monde est libre de poser une question ou prendre la parole pour partager une opinion. Je le dis juste maintenant, mais on va le rementionner après. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour un nouveau Café Philo sur le sujet de la langue des signes à Genève, son évolution, son histoire. Comme vous le savez ou non, les Cafés Philo sont là pour ouvrir un espace de débat. On vous invite donc à poser des questions quand vous le voulez, en levant la main, je vous donnerai la parole. N'hésitez pas à nous couper, ce n'est pas une conférence. Ce Café Philo s'inscrit dans... Pardon, je recommence ma phrase. Une exposition a été inaugurée le 15 septembre dernier, Portrait parlé, créé par Denis Pontet, qui est à côté de moi, en collaboration avec Pierre Dunant-Filiol, Francesco Bartoletti, Frédéric Vautet, Jaime Baria, qui est ici aussi, et Philippe Constantin, avec la participation de la MACO. Une exposition qui sera visible jusqu'au 15 novembre. On vous invite à venir la voir. Le but de cette expo est de sensibiliser les entendants que nous sommes au quotidien des personnes sourdes ou malentendantes à partir de portraits intimes qui ont été réalisés dans différents pays avec les personnes. Je vais prendre le temps de poser encore quelques mots pour ce café avant de présenter nos invités. Pour ce Café Philo, au départ, nous devions recevoir Frédéric Vautet, qui est un artiste sourd, qui est peintre, illustrateur, bédéiste. Il travaille depuis 2008 sur une bande dessinée qui retrace l'histoire des sourds. Il ne sera pas là aujourd'hui et on n'a pas pu le faire avec lui parce qu'on a une difficulté de trouver des interprètes pour la langue des signes. C'est une difficulté qui nous fait rentrer directement dans la problématique ou dans les problèmes rencontrés par les personnes sourdes ou malentendantes. C'est qu'il est très difficile de se former pour interpréter la langue des signes. Il est difficile de trouver des interprètes dès qu'on veut faire un événement sur le sujet. On en parlera un petit peu plus pendant la discussion. Donc je vais inviter nos invités, Denis Pontet et Jaime Baria, à se présenter. Donc Denis est artiste, photographe, il est l'auteur de l'exposition dont je vous ai parlé. Et Jaime Baria est artiste hip-hop, blogueur genevois. Il organise aussi de nombreux événements, notamment des cafés philosophiques. Donc je vais vous inviter à vous présenter un petit peu plus. Ok, bonjour, merci d'être présent. Donc, je suis photographe et je travaille avec les sourds depuis nombreuses années. Et à partir de 2016, j'ai commencé ce travail qui est exposé au Banepaki, qui s'appelle Portrait parlé, qui est des portraits de sourds qui signent leur prénom pour justement essayer de faire une passerelle et interroger une passerelle entre la communauté sourde et les entendants, et de permettre de reconnaître toute cette problématique. Aujourd'hui, comme l'a dit Sarah, on a décidé de maintenir ce café philo malgré tous les problèmes qu'on a rencontrés avec les interprètes, où on n'a pas pu trouver d'interprète. Et je pense que c'est important de parler justement de tous ces soucis qu'a ce monde, la communauté sourde, pour pouvoir communiquer avec nous, les entendants. Et comprendre aussi une désertion qu'on voit ici par rapport aux sourds, des sourds par rapport aux activités qu'on peut faire en tant qu'entendant pour eux, et comprendre un peu toute cette systématique. Bien entendu, je tiens à rappeler que mon point de vue est personnel par rapport à mon feeling et mon contact avec le milieu des sourds, et qui représente mon point de vue et il m'appartient. Je pense qu'il est important d'évoquer 2-3 choses. Là, sur l'expo, ceux qui ont vu l'exposition, j'ai fait exprès de mettre des phrases piquantes sur l'histoire des sourds, et je vois que c'est quelque chose qui a beaucoup interpellé le public et qui a fait réagir, où les gens sont venus vers moi en me disant je ne savais pas, et révolté et surpris qu'il existe cette communauté que personne ne voit.
Pour parler chiffres, en Suisse, il y a à peu près 10 000 sourds qui parlent la langue des signes. Et suivant les sources des chiffres, c'est entre 500 000 et 1 million de personnes malentendantes, dont plus de 80% sont dus à la surdité de l'âge. Donc là, déjà, on voit que c'est une minorité. Hein. Le romanche, c'est 35 000 personnes qui parlent le romanche, 60 000 personnes qui le pratiquent. On est moins que le romanche par rapport à la langue des signes. L'autre point commun, c'est que les sourds ont toujours été mis sous tutelle ou curatelle des entendants pour toutes les décisions. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on est toujours dans cette même problématique. Et ce qui moi, me conforte dans l'idée que justement qu'il y a un refus de participer, de faire des choses parce qu'ils se sentent toujours exclus et toujours en bagarre. Mon expérience à travers le monde et à rencontrer les communautés sourdes un peu partout dans le monde où je vais, j'ai constaté que toutes les communautés de sourds sont dans le combat. Ça, c'est le point commun entre tous. C'est le combat pour lutter, pour exister, pour revendiquer. Le premier combat, le plus important, c'est la langue des signes. La langue des signes, c'est aussi la culture sourde. Ça, c'est un point important. On n'apprécie pas, après c'est des préjugés, de dire qu'ils sont handicapés, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Pour eux, ils ne sont pas handicapés, c'est une autre culture, c'est une minorité. De l'autre côté, les combats vont être différenciés suivant les pays, les endroits, par rapport à la vie culturelle et communautaire qui se passe dans chaque lieu. Par exemple, ici, le combat, il est bien sûr axé sur la langue des signes, parce que, par exemple, la Confédération, aujourd'hui, n'a toujours pas reconnu la langue des signes. Il n'y a que 3 cantons qui l'ont reconnu, ce qui est Genève, Zurich, Tessin. Ça montre déjà une certaine carence, alors que de nombreux pays ont fait ce chemin de reconnaître la langue des signes. Je perds un peu le fil de ce que je... Oui. Alors ça, c'est un problème là, dans la terminologie. D'ailleurs, il y a cette volonté de changer. Certains vont même se vexer si on dit qu'ils sont sourds-muets, parce qu'ils ne sont pas muets. Ils sont juste sourds. On peut être muet et entendant. On peut bien sûr être sourd, aveugle, muet. Toutes les combinaisons sont possibles, mais la majorité des sourds ne sont pas muets. Hein, d'ailleurs, j'allais y venir, c'est aussi la problématique qu'il y a avec les sourds dans de nombreux pays, dont la Suisse, parce que par exemple en Suisse, jusqu'à la fin des années 80, on interdisait la langue des signes. Ce qui veut dire qu'on attachait les mains des sourds, les enfants leur mettaient des tubes en carton pour pas qu'ils signent, et c'était l'obligation d'apprendre à lire sur les lèvres et oraliser. Parce que bien sûr, comme ils ne s'entendent pas, c'est tout un apprentissage pour pouvoir prononcer des mots, des phrases, etc. Et ça, c'est la lutte. Et ça a commencé en 1880 avec une grande réunion de Milan qui a interdit la langue des signes en Europe. Donc le combat, il est de toujours. Maintenant, pour venir sur une spécificité plus suisse, la grande problématique, et c'est le grand combat de beaucoup de sourds, c'est les implants coquellaires. Aujourd'hui, on fait des implants coquellaires, ça veut dire qu'on fait un trou dans la boîte crânienne et on insère une sonde jusqu'au nerf auditif qui est appareillé avec un appareil auditif comme pour les malentendants pour pouvoir entendre. Alors déjà, il faut savoir que la technologie, même si on peut espérer d'avoir des perfectionnements qui vont améliorer cette audition, mais quand on écoute, par exemple, de la musique avec un appareil auditif, vous ne distinguez pas le piano du violon, de la trompette. C'est un brouhaha. Tous les sons sont mélangés et c'est un brouhaha. Donc c'est inaudible. Donc ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, c'est que l'implant coquellaire, il faut faire un trou, donc on ne peut pas se baigner. Pour se doucher, il faut prendre des précautions. Il y a eu, l'été passé avec les chaleurs, il y a 3 sourds qui sont décédés à cause de la surchauffe de l'appareil. Donc ça a des conséquences parfois terribles. Et moi, j'ai eu la chance, en faisant une exposition avec la Fédération suisse des sourds il y a quelques années, où j'ai rencontré le grand professeur chirurgien qui est à Berne, qui est le tout grand qui fait les implants coquellaires, qui lui a une vision très juste
par rapport à ça, parce que le souci, c'est que si on n'opère pas un enfant avant l'âge de 2 ans et demi, le cerveau qui va développer l'apprentissage des sons va pas se faire. Donc si on fait un implant cochléaire à quelqu'un qui est âgé et qui n'a pas entendu avant l'âge de 2 ans et demi, ben son cerveau ne sait pas gérer les informations du son. Alors on peut pallier ça, mais ça demande une énergie et un travail énorme pour apprendre à gérer ça. Donc les implants cochléaires, quelque part, ils sont très importants. Et ce professeur, lui, il a toujours martelé, en tout cas c'est ce qu'il a exprimé avec moi, c'est qu'un enfant qui naît sourd, qu'on fait un implant cochléaire, ce n'est pas un entendant ni un malentendant, c'est un malentendant qui reste sourd. Donc il ne faut pas le couper de la communauté, de la culture sourde, il faut lui apprendre la langue des signes, et ça c'est très important. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain avec nos politiques, et même on a pu le voir avec notre conseiller administratif qui est venu au vernissage, qui était tout surpris de voir les conséquences qui se passent au niveau des sourds et au niveau politique. Ben simplement on considère que c'est des entendants. Si c'est des entendants, il n'y a plus besoin de structure, donc on ferme les écoles, on ferme tout. La dernière structure qui était une école qui était considérée la meilleure école de Suisse romande de sourds à Montbriand a définitivement fermé ses portes il y a 3 semaines, au mois d'août. Il n'y a plus rien. Juste pour bien comprendre, quand tu dis une école de sourds, c'est une école donc pour les personnes sourdes ou malentendantes. C'est pas une école d'interprètes. Enfin, juste pour. Absolument. C'est pour les enfants. C'est pour les sourds, pour leur donner une éducation, hein, parce qu'il y a un déficit très fort depuis tout le temps par rapport à ça. Je vais juste te couper un peu pour que Jaime puisse se présenter, puis on va revenir sur ces questions qui sont importantes. Oui, merci, bonjour, merci pour l'invitation. Rien que dans la présentation de Denis, j'ai appris plein de choses, du coup, ça commence très bien. Alors moi, c'est Jaime Baria, je travaille dans le domaine de l'événementiel. J'ai fait une formation à UNIG de culture et tourisme. Et à la fin de la formation, on devait créer une visite guidée et, qui n'existe pas sur Genève. Et mon thème a été la population sourde genevoise. Et je suis né, j'ai grandi à Genève et j'ai été très étonné de la quantité de choses que j'ai découvertes sur le parcours de la population sourde, que ce soit au niveau de monuments, de lieux, de bâtiments qui ont marqué la population sourde, au niveau de l'éducation, au niveau de l'art, au niveau de beaucoup de choses. Et en fait, j'ai fini ma formation, mais je suis curieux de plus creuser, de continuer ma recherche. Et en fait, j'aimerais même faire un peu, continuer la recherche, même dans d'autres villes en Suisse, parce que j'ai trouvé ça tellement passionnant. Et peut-être même dans d'autres endroits. Voilà, je suis très attaché à Séville, en Espagne. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas aussi faire des recherches sur place. Et dans mon temps libre, j'aime bien écrire des chansons. Je suis dans le domaine du hip-hop, je suis parolier. Et j'organise de temps en temps des cafés philo, des cafés philosophiques. Et je me demande si peut-être qu'on peut poser une question ouverte et continuer la conversation. Oui, je mentionne juste quelque chose, c'est que quand j'ai fait ma recherche, j'en parlais un peu à des amis. Et la question qui revenait beaucoup, et c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient « Ah, mais la langue des signes n'est pas universelle. Je pensais que partout où on allait dans le monde, que toutes les personnes sourdes signaient de la même façon ou dans la même langue. » Et maintenant, moi, ça me paraît, ça me paraît un petit peu absurde. Je me dis non, c'est absolument pas possible. Mais cette question revient beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'en pensez-vous? Oui, bien effectivement, je te redonne tout de suite la parole. On se dit comme ça, dès qu'on aborde la question, si on est méconnaisseur, vu que c'est un sujet, en tout cas une communauté méconnue, c'est qu'on on croit que ça tombe sous le sens si on n'a qu'une, alors que nous-mêmes on parle plusieurs langues, qu'on parle plusieurs langues en Suisse. Donc pourquoi les malentendants n'auraient qu'une seule langue? Parce qu'aussi c'est une culture, donc une langue est dynamique, se transforme, évolue, change, et c'est aussi le cas dans la langue des signes. C'est aussi quelque chose que je viens d'apprendre. Voilà, je voulais dire autre chose, mais je me demande à ce moment-là si on voulait effectivement qu'elle soit universelle, à ce moment-là, ça impliquerait d'apprendre l'espéranto. Parce qu'en espéranto, forcément, ça pourrait être signé à ce moment-là, et ce serait pour tout le monde pareil. Alors, vous avez tout à fait raison, et il existe une langue des signes universelle, mais elle est très peu utilisée. Et ce qu'il faut comprendre, et je reviens sur les propos de Jaime et de Sarah,
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une langue est vivante ou elle est morte. Hein, si on apprend le latin, elle est morte, elle est figée. On peut l'apprendre, les mots ne changent pas. Une langue vivante, par essence, c'est une langue qui va évoluer. Le français, chaque année, le Larousse ou le Petit Robert vont accepter des nouveaux mots. D'ailleurs, on ne les trouvera pas forcément dans les deux. Donc, la langue, elle évolue. Si je dis, par exemple, typiquement, j'aime bien citer cet exemple, panos. Ici, tout le monde sait ce que c'est. Si on va à Paris, personne ne sait, parce que c'est proprement genevois. Donc, une langue, elle est vivante. Et la langue des signes, elle va évoluer. Même à 500 mètres, il va y avoir des nouveaux mots. Dans la langue des signes, une des particularités qu'il y a, c'est que la langue des signes qui domine, c'est la langue des signes américaine. Elle, on la trouve diffusée sur quasiment tous les continents. Donc, c'est la plus parlée. On a essayé de faire une sorte d'espéranto, mais même... Oui. Oui, américaine, parce qu'il y a la langue des signes anglaise. Après, dans les pays, il y a même des dialectes en langue des signes. Donc, la langue des signes, elle a plusieurs degrés, elle va évoluer. Un autre exemple, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, langue officielle, français. Langue des signes, américaine. Pardon ? Oui, c'est de l'anglais, mais américain. Anglais US. Et pourquoi ? Simplement parce que les Français ne se sont jamais préoccupés des sourds. Et tout d'un coup, il y a un pasteur américain qui, lui, connaissait la langue des signes américaine, a enseigné et c'est devenu la langue américaine. Il y a la dernière photo sur le mur de l'exposition, c'est Henri Michel, qui est un Ivoirien, qui a fait l'université avec beaucoup de persévérance là-bas, sans rien entendre et sans interprète. Lui, actuellement, il essaye de développer une langue des signes ivoirienne pour justement se détacher et marquer cette empreinte culturelle par rapport à un espace, un lieu, une culture. Hein, donc c'est pour ça que c'est tout le temps en évolution. Oui. Non, ça dépend de l'endroit. Si vous apprenez la langue des signes, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. À Genève, c'est le français. C'est la LSF, langue des signes française, qui est utilisée. Chaque pays utilise une langue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut bien l'apprendre. Hein, parce que la langue des signes, elle existe depuis l'Antiquité, mais elle a été, je vous donne la parole tout de suite, elle a été, je crois, à partir du XVIe siècle, c'est là où on considère qu'elle a été mise au point et qui s'est développée. Alors, si vous parlez avec une sourde espagnole, ce sera la langue des signes espagnole, etc. Mais après, ils arrivent à s'entendre un petit peu. Il y a des fois des points communs, même vous, hein, vous pouvez faire, et ça je vous pousse à le faire, si vous essayez de communiquer avec un sourd alors que vous n'avez pas la langue des signes de manière innée. Si le sourd, il est avec beaucoup de volonté et que vous-même, surtout vous-même, vous êtes prêt à donner cette volonté, vous verrez que vous arrivez à communiquer. Hein, vous n'allez pas faire des conversations très profondes forcément, mais vous allez pouvoir échanger. Hein, moi, je le fais régulièrement et ça marche très bien. Mais il faut faire de l'effort. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que c'est intéressant déjà par rapport à en Espagne, ça dépend où on est, et ça dépend de la communauté autonome. Et puis en Catalogne, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler espagnol. Du coup, là, je ne suis pas un connaisseur, mais j'imagine qu'il y a une langue des signes catalane. Et après, du coup, voilà, quand on dit espagnol, c'est déjà large, alors que... Voilà, par exemple, et que tu décides de partir en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en d'autres pays d'Europe, etc. Mais le fait est que tu
signes, tu vas dire bonjour dans une langue ou dans une autre langue, on va directement te répertorier par rapport à ta langue des signes, et après on va travailler sur l'interlinguisme, c'est-à-dire c'est que la personne qui va interagir avec toi ne va pas parler ta langue, elle ne va pas utiliser ta langue, elle va se mettre à un niveau pour que la communication puisse se développer. C'est très très symptomatique chez les personnes sourdes, la communauté sourde, on ne va pas dire les personnes sourdes en soi, mais il y a vraiment cette notion de vouloir échanger, car étant déjà limité au niveau des sens, la volonté d'échanger est beaucoup plus forte, et c'est ce que j'ai pu moi m'en rendre compte dans mes échanges, que ce soit au Canada ou en Europe. Finalement, les communautés sourdes, ici à Genève, qui est un bouillon de culture, de communauté, eh bien, quand les personnes sourdes qui viennent à notre rencontre, on peut échanger dans leur langue sans pour autant dire qu'on maîtrise leur langue. J'ai été étonné de parler en langue des signes japonaise alors que je ne parle pas du tout japonais. J'ai appris des termes alors que je faisais un échange avec une personne. Un exemple symptomatique, c'est le festival Clin d'œil, qui est un festival qui est à Reims en France, qui est un festival international des arts sourds, qui rassemble des sourds du monde entier avec chaque année, tous les 2 ans, un pays mis à l'honneur. Et là, les personnes peuvent étonnamment communiquer toutes entre elles. Pourtant, elles sont toutes sourdes de pays différents, maîtrisant des langues des signes différents. Donc là-dessus, je veux dire, c'est très intéressant de se dire que c'est pas la géographie qui compte chez les sourds, c'est l'aisance dans la langue des signes et la volonté d'échanger avec l'autre. C'est ça qui les rend très forts. Donc il y a une identité culturelle qui est particulière et qui n'est pas nationalisée, enfin ou moins. J'ai une question un peu bête comme ça, mais quand on regarde par exemple les cartes postales qu'a fait Denis sur la langue des signes, et justement il en a fait en plusieurs langues, enfin sur l'alphabet en tout cas de la langue des signes, moi, ma question de méconnaisseuse, c'est il y a un alphabet, mais alors est-ce que ça voudrait dire que dans la langue des signes on dit les lettres des mots, enfin voilà, comment ça se développe? J'imagine que c'est beaucoup plus large que l'alphabet, mais c'est la question qu'on se pose quand on ne connaît pas la langue. Alors généralement, il y a des signes un peu pour tout, mais quand on ne peut pas signer parce que ça n'existe pas ou parce qu'on ne le connaît pas, c'est là où on va utiliser l'alphabet et ils vont épeler le mot pour se faire comprendre. D'accord. Ou on utilise les mains, un petit peu. Si on ne parle pas chinois, on ne parle pas, c'est la problématique. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit pas mal se développer, c'est, je ne suis pas pour ou contre, c'est juste que les applications de cette fameuse intelligence artificielle, en fait, est à la fois utile pour les entendants, pour simplement traduire des textes ou simplement réécouter et communiquer dans sa propre langue. Il y a tout un échange qui est là. Et probablement on parlait de l'évolution de la langue des signes, je parlais du XVIe siècle. Maintenant, on est un peu plus tard. Très probablement, on va passer à une autre dynamique avec également la transformation de l'oral, ça existe déjà en écrit, dans la langue de chacun, pour pouvoir comprendre ce que dit l'autre. Je pense qu'on va aller dans une facilité de communication, tant pour les entendants que pour les malentendants. Alors, tu as tout à fait raison. Et il existe déjà, par exemple, on va présenter le projet en Espagne et il y a une petite banque qui s'est incorporée au projet. Et elle a décidé de développer un logiciel qui existe déjà. Il y a aussi un développement ici à Genève pour ça, qui permet de faire de la traduction de la langue des signes dans les 2 sens. Et du coup, ça leur permet de pouvoir ouvrir leur service aux sourds qui viendraient au guichet sans prendre prise de rendez-vous. Et puis, pour les questions plus importantes, un rendez-vous est fixé avec un interprète. On ne va pas enlever ce rapport humain. Mais tout d'un coup, ça permet de pouvoir dialoguer. Parce que c'est une grande carence, puis c'est ce qu'on a constaté ici avec le manque d'interprètes. Et il y a beaucoup de cas dramatiques où les sourds, tout d'un coup, se trouvent bloqués. Et ça, la technologie va permettre de quand même donner une base minimum de pouvoir avoir un échange. Pour rebondir, peut-être qu'on pourrait revenir au quotidien, à la vie d'une personne sourde, malentendante. On a un petit peu abordé par des petits points. Mais voilà, si on est parent, on a un enfant qui est sourd, comment ça se passe?
comment commence la vie d'une personne. On a parlé des implants cochléaires, mais voilà, quelles sont les difficultés ou quelles sont les difficultés au quotidien que rencontre une personne sourde pour exister comme tout un chacun? Alors, il y a plusieurs cas de figure qui se rejoignent. Parce que déjà, ici, dans les pays occidentaux, il y a moins de sourds que dans les pays en voie de développement, simplement parce qu'une des grandes causes de la surdité, c'est la méningite. Ici, la méningite, on arrive à la prévenir et la soigner assez facilement. Dans les pays du Sud, il y a plus de cas et parfois on ne la soigne pas. Donc ça fait déjà une différence. Là, au niveau de la natalité des enfants sourds, il y a 2 cas typiques qui arrivent. C'est une famille entendante qui va mettre au monde un enfant qui aura la surdité. Il y a 200 gènes qui créent cette surdité. Là, à ce moment-là, généralement, ils vont écouter le personnel hospitalier, etc., puis faire les implants cochléaires pour le rendre malentendant. Si c'est un couple de sourds, souvent les couples de sourds donnent naissance à des enfants entendants, qu'on appelle enfants coda, parce que c'est des enfants qui vont se retrouver entre 2 mondes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une vie à l'école avec des camarades qui sont entendants. Par contre, à la maison, ils vont jouer les interprètes, le lien avec les parents. Et en plus, eux, ils seront baignés dès la naissance dans la culture sourde et la langue des signes. Les parents entendants qui ont un enfant sourd, généralement, puis on a vu un exemple hier avec la lecture de Philippe, généralement, ils vont se mettre à la langue des signes. J'en connais plusieurs familles qui se sont tous mis à apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer aisément avec leur enfant. Donc voilà, ça c'est un peu les cas de figure qui et tu me disais en discutant avant ce café philo que c'était justement difficile. Moi qui m'a choqué, c'est que tu disais que pas mal de personnes... Alors il y a une différence selon l'origine sociale, économique de laquelle on vient. Si on a des moyens, on peut soutenir un enfant, une personne dans son évolution scolaire. Si ce n'est pas le cas, par contre, on a peu de moyens, vu que ça coûte très cher ou que c'est difficile de trouver des interprètes. Et tu m'as dit, il y a beaucoup de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Et que ça crée aussi une scission dans la communauté. Absolument, parce que ce qu'il faut bien savoir, les choses changent un petit peu, mais pas totalement, surtout que maintenant, il y a cette envie de considérer qu'avec les implants, c'est plus un sourd, donc on ferme les structures, donc on tue la langue des signes et la culture sourde. Ce qui est la base de leur révolte, surtout que, par exemple, là je fais peut-être un petit aparté mais qui est important, beaucoup de sourds à l'âge adulte demandent à retirer les implants cochléaires. Et là, un sourd ne peut pas décider. Il doit passer devant un psy qui va devoir décider si oui ou non on peut lui retirer l'implant. Je connais une sourde qui l'a fait récemment. Donc d'où cette révolte tout le temps, cette mise sous tutelle par les entendants sur les sourds. Après, la problématique, elle est, comme tu disais Sarah, si une famille est aisée et qu'a un enfant sourd, elle va pouvoir suppléer aux carences de l'État dans l'éducation. Lui garantir d'avoir des interprètes tout le temps. Alors il y a certaines mesures qui financent aujourd'hui pour que les sourds puissent faire des études, mais ce n'est pas forcément systématique. Et ça coûte très cher. Donc il faut avoir les moyens. Et là, si vous êtes sourd et que vous n'avez pas eu l'éducation, vous n'avez pas appris à lire et à écrire, vous avez que la langue des signes. Si vous avez l'écriture et la lecture et que vous avez la langue des signes, c'est comme un entendant qui possède 2 langues. C'est la même chose. Et du coup, il y a beaucoup de sourds, et j'en connais beaucoup, qui sont issus de familles qui n'avaient pas les moyens, donc qui ont eu une éducation minimaliste, qui ne savent pas forcément lire, qui ne savent pas écrire, qui sont analphabètes. Et ça fait, dans le milieu sourd, on le sent, en tout cas à Genève, on le sent assez fortement, où il y a une scission un peu entre ces 2 mondes, entre ceux qui sont privilégiés, entre guillemets, et ceux qui ne le sont pas. Alors ils arrivent à se côtoyer et se mélanger, mais il y a souvent des bagarres qui ressortent à cause de cette différence, que nous, on montre aussi d'une autre manière, mais qu'on montre aussi dans le monde des entendants.
Mais donc, ça veut dire que aujourd'hui, si on a un enfant, il n'est pas un enfant qui est sourd n'est pas accepté à l'école publique. Alors, non, il est accepté parce qu'un plan Coquelaire, donc il est malentendant, donc éducation inclusive, il est comme un enfant entendant, il suivra le même parcours. Donc s'il a un plan Coquelaire. Voilà. Par contre, et ça c'est, hein, je vous ai dit, oui, je finis juste ça, il y a 10 000 sourds en Suisse, il y a très peu de cas, mais ça existe, des sourds qui naissent sans le nerf auditif. Et là, vous pouvez faire l'implant que vous voulez, ça ne marchera pas. Il n'entendra jamais. Donc là, il n'y a aucune structure qui existe. D'accord. Alors la première personne qui a réussi à faire inclure son fils, c'est Laurent Rebaud, qui est décédé maintenant, qui avait fondé le Parti des Verts, ici à Genève. Et lui, il s'est battu pour justement que son fils Vincent n'aille pas dans une école, une structure spéciale pour les sourds. Et j'ai réalisé l'autre jour que Marianne Sébastien, de Voix Libre, est la mère de Vincent. Parce qu'elle avait mis, j'ai reçu par email, elle avait mis un petit avis comme quoi Vincent, le robot, donc j'ai tout de suite compris du coup, cherchait à avoir un petit 2 pièces à louer ici à Genève. Et puis elle avait signé moi sa mère ou quelque chose comme ça. Donc j'ai réalisé, parce qu'après je sais qu'ils s'étaient séparés les parents. Mais enfin bref, Laurent, je crois que c'est le premier qui a réussi à ce qu'on arrive gentiment. D'ailleurs, il y a maintenant un truc à signer pour les... la dame, elle était tout à l'heure dehors. Ben voilà, elle est là. Oui. Pour l'inclusivité à l'école. Et je trouve que c'est bien. Et pas que l'inclusivité des sourds d'ailleurs. Mais est-ce qu'on a le même problème qu'en France, où parfois on a, puisqu'il n'y a pas tous les enfants cette année, ceux qui sont atteints d'un handicap, qui ont pu rentrer à l'école comme tout le monde, ça fait déjà maintenant quasiment un mois qu'ils ne sont pas à l'école, parce que ce qu'ils appellent en France, et ici je ne sais plus comment ça s'appelle, AVS, auxiliaire de vie scolaire, il en manque de toute manière. Et c'est vrai que alors il y a aussi des profs qui font des spécialisations, style enseignants spécialisés et autres, c'est pas forcément évident suivant le type de handicap dont souffre un enfant, ce qui n'est peut-être pas le cas d'un sourd parce qu'il ne sera pas turbulent, mais par exemple des enfants qui sont très tada avec hyperactivité et impulsivité, c'est clair que dans une classe, ou qui ont des troubles comportementaux, c'est clair que dans une classe, c'est pas évident. Et l'enseignant tout seul, s'il n'a pas quelqu'un d'autre pour l'aider, il n'arrive tout simplement pas à gérer. Et je pense que certains enfants qui n'ont pas encore pu rentrer à l'école cette année, dont on avait parlé il y a un mois en arrière, ben c'est à cause de ça, tout simplement. Ah, ouais. J'avais deux remarques, mais je vais d'abord parler d'éducation. Alors, on va parler de la question de l'éducation sur l'inclusivité des personnes sourdes dans le milieu éducatif classique. Je voudrais prendre l'exemple du Canada, très simplement parce que eux, ils appliquent déjà la politique de l'inclusivité des populations sourdes, sourdes signantes et sourdes non signantes, donc celles implantées et celles signantes. J'en parle précisément parce que j'ai écrit un bouquin sur l'histoire de l'éducation de cette population-là dans la province isolée du Nouveau-Brunswick. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que l'inclusion ne marche pas forcément comme l'attendaient les pouvoirs politiques. Donc ça a commencé dans les années 80, l'inclusion des personnes sourdes dans l'école. Donc on a vraiment 40 ans d'avance à ce niveau-là d'un point de vue de l'inclusion. Par contre, on a un net recul de la langue des signes dans ces pays-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle disparaît. C'est-à-dire qu'on parlait de culture, d'identité, on parle souvent de disparition et d'uniformisation des populations. Et là, on est sur un cheval de bataille qui est qu'est-ce qu'on prône? L'inclusion de personnes avec un recul de leur identité, qui peuvent développer l'identité de la langue des signes, la surdité d'une histoire qui remonte au XVIe, voire même de l'Antiquité, contre une pure inclusion dans une société qui n'est de toute façon pas adaptée à eux. On vient de donner l'exemple avec les enseignants, il n'y en a pas assez qui sont sensibilisés à la thématique, les aides d'un point de vue de l'éducation, le milieu professionnel, bancaire, hospitalier ou autre, qui de toute façon n'intègre pas les petites minorités de quelques milliers de personnes. Là, dans le cas des sourds, on dit 10 000 personnes sourdes, mais 20 000 locuteurs de langue des signes.
il y a un paradoxe qui fait que si on fait l'inclusion, bah là on dit clairement la langue des signes, on interdit, on n'utilise plus. Parce que si on inclut vos enfants dans nos écoles, vos langues des signes, elles sont inutiles. Et ça, Je m'excuse, mais je comprends pas parce que la personne va rester malentendante. Donc, ok, on l'inclut, enfin, on trouve des moyens pour qu'elle puisse apprendre comme les autres, mais elle doit. C'est qu'on leur apprend à parler de la manière dont ils peuvent. Je sais qu'il y a des associations comme la PEDAF, qui sont des associations de parents d'enfants sourds, qui vont, elles, interagir et qui vont faire venir des assistantes dans les écoles. Je reviens d'un petit séjour en Belgique où on parlait avec un membre d'une association qui disait que pour soulager cet enfant, il lui proposait quelques heures par semaine où il pouvait signer et où il se sentait vachement mieux parce que il n'était plus obligé de devoir parler parce que c'est un effort de devoir lire sur les lèvres quotidiennement pour des questions d'inclusion. Et c'est vrai que l'inclusion demande un effort supplémentaire à des enfants que de toute façon on va stigmatiser parce que on l'inclut, mais donc on va le stigmatiser, on va faire un effort pour lui. Alors que, à l'inverse de ce que j'ai pu ressentir au Canada, et avec les discussions que j'ai eues avec des membres de la PEDAF, les institutions initialement faites pour les enfants sourds, donc là je parle de l'exemple du 19e et l'exemple qu'on avait ici à Genève avec les communes brillantes a été très très parlant. C'est que ces enfants, parfois certains d'entre eux préféraient être isolés dans une école avec des gens de leur communauté plutôt d'être inclus dans une communauté, on va dire, mondialisée, communautarisée, enfin pas communautarisée justement, ils préféraient ce communautarisme lié à leur façon de communiquer qui est naturelle. Mais, non, mais justement, ça a été décidé. Comment ça a été décidé? Parce que dans ce que vous dites, on entend justement la scission aussi entre le fait que qui a décidé ça. Enfin, c'est presque quand vous dit, alors si tu veux être inclus, je généralise, c'est mon avis personnel, hein, si tu veux être inclus, tu dois laisser tomber ta langue des signes et lire sur les lèvres. Et ce que disait Denis Pontet au début, où il disait avant on attachait les bras, c'était jusqu'aux années 80. Donc en Suisse, donc ça fait pas si longtemps, donc c'était pour les obliger à aussi. Enfin, il y a un vrai problème de choix. L'obligation, ouais, le fait de frapper les enfants sourds, ça se faisait avant parce qu'ils signaient, on leur disait tu dois pas signer, tu dois oraliser. Par contre, maintenant, si dès le plus jeune âge, on implante, on pose pas la question de t'as une autre alternative où on te dit pas qu'il y a une communauté qui existe. Tu peux faire 20 ans sans vraiment être en relation avec ces communautés-là. Si on n'est pas confronté à la surdité ou des personnes signantes, on n'en fait pas partie. Et voilà, pour certains, c'est très très bien. Et c'est une façon un peu détournée de dire on va t'éloigner d'une communauté dans laquelle tu peux te ressentir plus à l'aise. Peut-être pas, j'en sais rien, je ne suis pas sourd. Mais en incluant, on éloigne d'autres choses. Et en suivant le discours peut-être paternaliste ou en tout cas protecteur d'un médecin qui va te conseiller d'opérer ton enfant le plus tôt possible, tu l'éloignes d'autres choses. Tu l'obliges. Tu ne donnes pas ce libre choix. Évidemment, tu ne peux pas donner libre choix à un nourrisson, mais c'est une façon de dire petit à petit, la langue des signes, qui est une culture, qui est une langue, qui est une identité, elle disparaît. Mais juste je te donne tout de suite la parole, mais c'est qui décide ça? C'est les politiques? C'est les médecins? C'est quels experts? Parce que, est-ce que c'est des représentants de personnes? Moi, je pense que justement, c'est flagrant. C'est une décision du monde entendant sur le monde des sourds. D'où la révolte, tout ce mouvement, parce que ça vient jamais de leur part. Après, une chose qui est sûre, parce que c'est cette différence que j'ai fait avant entre un enfant qui naît dans une famille sourde, qui est sourd, qui lui va être immergé dans cette culture sourde et la langue des signes, et un enfant de parents non sourds qui connaissent rien, qui sont confrontés à quelque chose qui est nouveau. Souvent, l'enfant à l'adolescence prend, à ces moments-là, souvent, il prend connaissance qu'il y a d'autres gens qui sont comme lui, qui ont une identité, qui ont une culture, et il va faire ce chemin d'apprendre la langue des signes et rentrer dans la culture sourde. Par contre, il y a toujours des contre-exemples. J'ai entendu certains sourds qui ont refusé le monde des sourds, avec cette volonté d'être entendant, revendiquer, d'être comme tout le monde et pas d'être dans ce monde-là. Dans la même logique, moi j'ai entendu des familles sourdes
Non, tout à fait. C'est des gens signeurs profonds, très très bons signeurs, et qui veulent que leurs enfants entendent, deviennent malentendants. Non, tout à fait. Mais je pense que vraiment le nerf de la guerre dans ce combat, et qui explique beaucoup de choses quand on est en relation avec les sourds, qui a ce refus du monde de l'entendant, qui lui met sous tutelle cette culture sourde. Il y a une... Ouais. Merci, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Alors, vraiment, j'étais toujours intéressée par la langue des signes. Bon, quelquefois, je regardais YouTube, je faisais mes doigts et toute cette histoire, mais après, je n'ai pas le temps pour le moment. Mais en tout cas, en fait, c'est très difficile, ces décisions, soit des parents, des enfants, mais je pense que j'ai entendu à les malentendants qui n'arrivent pas à articuler, à parler, s'exprimer. Je pense que l'effet peut-être d'être aussi mélangé et les exposer dans une école que tout le monde parle, c'est aussi les faire rentrer dans ce monde, les accueillir, les faire vivre dans un autre monde, être partie des gens qui parlent, mais aussi peut-être c'est une stimulation à son cerveau, même si à qu'il puisse articuler et parler, parce que quand même c'est important de parler et de s'exprimer aussi. Peut-être c'est un exercice au cerveau, même si c'est quelque chose qui n'aime pas les malentendants, mais quand même c'est intéressant pour le cerveau. C'est intéressant pour moi, je pense que s'ils sont révoltés, beaucoup de malentendants de ne pas parler, quand même, parce que peut-être ils sont très timides, il y a aussi la personnalité qui est là-dedans, peut-être j'imagine, je ne sais pas, mais quand même pour moi c'est très intéressant tout ce que j'entends, mais c'est difficile de décider aussi parce que chaque enfant ou chaque personne il a une capacité intellectuelle de pouvoir aller à parler et des autres pas. En fait c'est très complexe je crois, mais je ne sais pas, pour mon point de vue, je pense que ça sera bien qu'il essaye un petit peu de parler, mais s'il y a une difficulté dans le cerveau, il arrive vraiment bien à parler, c'est une difficulté énorme pour la personne. Évidemment, c'est mieux qu'il reste avec les signes. Mais s'il y a des gens qui sont en facilité pour pouvoir s'exprimer, pourquoi pas aller dans l'autre sens, non? Et un petit peu intégrer, il pourra avoir un travail, il pourra être mieux, il se sentir mieux. En fait, je pense que doit être un choix personnel de chaque être humain. Oui, mais ça c'est le bon sens d'une personne entendante par rapport au monde des sourds. Parce que beaucoup de sourds, eux, revendiquent qu'on devrait apprendre la langue des signes à tout le monde à l'école. Donc de faire le chemin inverse, d'ouvrir le monde des entendants au monde des sourds. Pourquoi? Il faut aller toujours dans l'autre sens. Alors on peut dire c'est une minorité, donc c'est pas suffisamment important. Voilà, le débat est ouvert. Et je trouve dommage parce qu'à Genève, il y a eu une volonté, à un moment donné, de faire une initiation de la langue des signes à l'école primaire. À Genève, plusieurs écoles ont bénéficié de ça, ce qui est génial parce que ça permet de rendre attentifs les enfants de ce monde. Parce que la majorité des gens ne se rendent pas compte. Hein. On ne les voit pas, on ne les entend pas, ou on les voit un petit peu, mais on ne se rend pas du tout compte de ce qu'ils vivent. Mais la grosse problématique, elle est là. C'est que c'est toujours une pensée qui vient des entendants sur le monde des sourds et pas l'inverse. Et eux, ils revendiquent ça. Et c'est quasiment mission impossible d'imposer la langue des signes à tout le monde. De la proposer, d'initier, ce serait une bonne chose. Après, il y a des gens qui vont, comme on apprend l'anglais, il y a des gens, l'anglais, on l'apprend très vite à l'école. Soit on continue puis on la maîtrise, soit ça ne nous intéresse pas et puis on la maîtrise pas. Et la langue des signes, c'est quelque chose qui devrait être, on devrait faire l'effort dans les deux sens. Et puis, moi, c'est mon avis personnel, si on veut vraiment avancer, c'est de les inclure. C'est-à-dire que c'est eux qui soient dans les décisions ou qui participent aux décisions. Vous avez mentionné le Canada qui sont en avance, les États-Unis sont très en avance pour tout ce qui est question d'handicap. Mais aux États-Unis, il y a une grande université bilingue, langue des signes, anglais, fait avec des professeurs sourds. Et c'est quelque chose de très fort. Il y a des superbes livres qui ont été écrits par ces personnes sourdes, que ça je vous conseillerais de regarder si ça vous intéresse, parce que là vous voyez le point de vue d'une personne sourde, de la culture sourde qui s'exprime. Et c'est très riche. Et c'est là où on voit qu'il y a un abîme
entre les deux mondes qui est énorme. Bah, il y a une volonté politique et puis d'argent. Déjà, en Suisse, en général, bah, la Confédération, encore, il y a quelques mois, il y a eu une poussée là-dessus. Elle n'a pas reconnu la langue des signes. Il n'y a que 3 cantons qui l'ont reconnue. À Genève, c'est dans la Constitution genevoise. Mais dans la réalité, c'est marqué qu'un sourd a accès à un interprète pour toutes ses démarches, etc. Au mois de juin, il y a un sourd qui est décédé. Son ex-compagne qui a un enfant. La police est arrivée. Pas d'interprète. Déjà, c'est une situation tragique. Et c'est une amie qui n'est pas interprète qui a dû interagir et s'occuper de tout, parce qu'après, il y a tout ce qui en découle. Une sourde qui s'est fait agresser à Lausanne va au poste de police, pas d'interprète. Donc la police ne s'occupe pas d'elle. Et c'est comme ça au quotidien. Alors oui, il y a une demande. Nous, on l'a fait. On a demandé il y a un mois, on a essayé de réserver il y a un mois en arrière des interprètes. 4 jours avant, on nous dit non, il n'y en a pas. Bon, ça En fait, c'est intéressant. J'avais posé la même question. Et par rapport à même la scolarisation, déjà, il y a eu en 1880, si je ne me trompe pas dans la date, c'était vraiment l'interdiction de signer en public qui après a eu un impact au niveau européen, où pendant un siècle, on appelle vraiment cette période le sommeil des sourds. Et les sourds, ils étaient un peu... voilà, ils ont un peu disparu de la société, ils ne pouvaient pas signer. Après, il y a eu le réveil des sourds aux alentours de 1980, si je ne me trompe pas dans les dates. Mais après, je crois que chaque pays s'est développé assez différemment. J'avais rencontré une personne qui donnait des cours, qui enseigne la LSF à Lausanne. Et elle me disait qu'elle avait rencontré des personnes sourdes ukrainiennes et qu'ils étaient hyper étonnés qu'il n'y avait pas vraiment d'école bilingue. Et en Suisse, pas qu'à Lausanne, mais en Suisse, ils étaient hyper étonnés. Et qu'en Ukraine, que c'était très différent. Alors nous, voilà, on pourrait se dire, mais le pourquoi du comment en Suisse, pourquoi il ne s'est pas mis en place, apparemment, bon, là, pas besoin de le dire, qu'il y a peut-être plus de moyens, mais peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de, je sais pas, l'éducation, la manière de voir, la manière de considérer la population sourde, et qu'il y aurait besoin d'une remise en question. Voilà, puis au niveau de la langue. Ouais. Ouais. Et en fait, quelque chose que j'allais rajouter avant, c'est en fait la lecture labiale dont on parle beaucoup. Dans le passé, j'ai l'impression qu'on disait un peu, ouais, ils sont en classe, ils peuvent suivre ce que dit le prof, un peu, voilà, point. Mais une personne sourde qui gère bien, qui maîtrise bien la lecture labiale, comprend 75% maximum. Hein. Enfin, je ne vais pas peut-être prendre les bons exemples, mais si on regarde nos lèvres, qu'on prononce bain, vin, main, c'est quasiment, voilà, il n'y a pas de grande différence au niveau de la prononciation. Et que même une personne qui se débrouille, une personne sourde qui arrive à suivre 50%, elle perd 50% de la conversation au niveau de la lecture labiale. Du coup, ça, je pense aussi c'est un manque de connaissances. On se dit, bon, lecture labiale, ils gèrent, ils peuvent se débrouiller en société, alors que ce n'est pas du tout le cas. Oui, mais que ça doit demander un effort. Enfin, quand tu dis ça, je me dis que c'est comme nous, quand on regarde un film en ukrainien qui est traduit, sous-titré en français, ça demande toujours plus d'efforts de le lire, parce qu'on doit regarder, c'est pas comme d'entendre et d'être couché, et voilà. Et donc ça doit être un effort pour le cerveau, ça doit être fatigant sur la longueur. Si on imagine un cours d'uni ou des journées en cours... Ouais, non, en plus, quand on parle entre nous, on a tendance à parler un peu entre les dents, à parler vite, à utiliser de l'argot. Voilà, et quand on parle avec une personne sourde, en général, il faut vraiment ne pas tourner la tête, bien regarder dans les yeux, essayer d'articuler un maximum. Et voilà, peut-être que la population entendante, il y en a beaucoup qui se disent que c'est un effort, qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Enfin, ils le font peut-être 10-15 minutes quand ils parlent avec une personne sourde. Au bout d'un moment, ils se disent je vais plutôt parler avec un entendant. Enfin. Mais ce que vous venez de souligner, ça me fait revenir sur justement la question on a parlé d'identité culturelle très forte chez les personnes sourdes, qui dépasse même l'identité nationale, qui est présente chez tout le monde. Et justement, la contradiction de handicap et identité culturelle, c'est que dans ce qu'on a dit, on souligne, vous l'avez souligné aussi, que c'est aussi considéré comme un handicap. Et donc, ça exclut, comme pour d'autres handicaps,
les personnes de la société dans laquelle ils sont nés, dans laquelle ils sont intégrés depuis qu'ils sont nés. Donc, il y a tout ce travail d'intégration, je mets beaucoup de guillemets parce que j'ai de la peine avec ce terme, pour désigner des personnes qui font partie déjà de notre société. Pourquoi la société ne s'adapte pas? Et effectivement, en Suisse, alors qu'on a plus de moyens théoriquement qu'ailleurs, apparemment, tu pourras, je pense, rebondir, Denis, c'est différent. Et on le voit peut-être... Pour moi, là, c'est une réflexion personnelle ou un questionnement personnel, c'est que pourquoi... Et je vais rebondir sur deux choses. C'est que pourquoi on voit peu de personnes qui ont des handicaps en général. Si on regarde à Genève, je veux dire des enfants trisomiques, je ne veux pas comparer sourds, c'est pas pour faire cette comparaison-là, hein, mais que ce soit quelqu'un qui est malvoyant. Moi, j'ai travaillé en école, j'ai vu une fois une enfant malvoyante dans une classe avec une aide. C'est pas quelque chose de commun. Donc, comment ça se fait? Et c'est une communauté, la communauté sourde ou malvoyante, qu'on ne voit pas. En fait, moi, j'avoue que j'ai très peu de personnes dans mon entourage. Et comme le disait Denis, le souligner, ce qui m'a fait aussi réfléchir, c'est qu'une personne qui est malvoyante, elle entend, donc elle a beaucoup plus de facilité à communiquer, donc à interagir, à créer des liens, qu'une personne sourde où il y a une difficulté qui est vraiment supplémentaire, ce dont on ne se rend peut-être pas compte dans notre regard, même avec de la compassion. Je te laisse rebondir. Oui, absolument. Je pense que c'est l'un des pires handicaps, c'est la surdité, parce que l'homme a besoin de ce côté social, d'être sociabilisé, d'être en contact avec les autres. Quelqu'un qui se retrouve enfermé sur lui-même, si on vous enferme dans un cachot, ou vous êtes sur une île déserte pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on devient fou. On a besoin de cette sociabilisation. Le sourd, il va être isolé. Ça, c'est déjà le premier gros problème. Après, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai, c'est justement... Je pense que ça commence par une volonté politique, parce que c'est eux qui vont pouvoir mettre en marche certaines choses, qui vont pouvoir changer la société. Bien entendu, ça ne va pas changer du jour au lendemain. C'est un long travail qui doit se faire depuis le début et qui va prendre du temps à se mettre en place pour, pas intégrer, mais compartir. Et c'est ce que revendiquent les sourds, ils ne sont pas handicapés. C'est une minorité avec une autre identité, mais ils ne sont pas handicapés. Et après, pour donner un exemple, moi qui m'a beaucoup touché, c'est l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est un pays riche, même si l'argent n'est pas forcément distribué, c'est un grand pays. Pour ce pays-là, il n'y a qu'une seule école de sourds, à Abidjan. Ce qui veut dire qu'une famille qui a un enfant sourd à 2000 km, elle a quasiment zéro chance de donner une éducation de langue des signes dans une infrastructure pour sourds en Côte d'Ivoire. Vous regardez le Burkina Faso, qui est un pays très pauvre, vous allez dans n'importe quelle ville, vous avez entre 2 à 3 écoles de sourds. Vous allez dans les... Moi, j'ai été dans les 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, dans un endroit très difficile d'accès, complètement improbable. Vous avez une école de sourds. Donc, ça démontre que s'il y a de la volonté, aussi bien de par la communauté, des gens et de la politique, on peut arriver à faire qu'on cohabite tous ensemble et qu'il y ait des échanges. Et puis, ça, dans un pays comme la Suisse, moi, c'est là où ça me surprend le plus, parce qu'on régresse. Et puis, c'est toujours les entendants qui décident sans écouter, si je peux employer ce terme, les sourds. Et c'est là où, à mon avis, est tout le problème. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose ? Oui, il y a deux éléments qui sont intéressants. C'est qu'en fait, à Genève, en Suisse, on a fait, en Europe, d'énormes efforts pour inclure les aveugles, les non-voyants, dans les ascenseurs, sur les trottoirs. Donc la population aveugle a été très aidée. Donc le phénomène d'être sur une île est encore plus marqué quand vous êtes des fois aveugle. Je ne parle pas de sourd, mais aveugle. Et c'est assez intéressant de voir que de gros efforts ont été faits dans tous les secteurs, dans tous les domaines pour les aveugles. On ne voit pas pour les sourds. Et par rapport à la réflexion sur l'Afrique, ce serait intéressant de voir aussi comment est soignée la méningite. Parce qu'il y a probablement une différence de soins, d'accès aux soins entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais après, c'est peut-être la culture.
d'aider l'autre, c'est une mentalité. C'est vrai qu'en Suisse, malheureusement, il n'y a pas un système qui va beaucoup s'intéresser aux minorités. Même si il y a une ONG qui est internationale, qui s'occupe de toutes les maladies rares. Et qui va faire d'énormes efforts pour faire avancer certaines recherches dans certains domaines, tant que c'est pas rentable. Non, tout à fait. Puis après, je pense qu'il faut bien aussi comprendre une chose. Comme je le disais au début, il y a 10 000 sourds en Suisse. Donc c'est vraiment une toute petite minorité. Après, il y a entre 500 000 et 1 million de personnes malentendantes. Plus, je crois, si mes chiffres ne sont pas faux, c'est qu'à peu près 88% sont dus à la vieillesse, à l'âge où on perd l'audition. Il faut bien penser qu'une personne à 70, 80 ou 90 ans devient sourde, elle ne va pas apprendre la langue des signes. Elle va être réfractaire, elle va demander du sous-titrage, etc., etc. Donc déjà, il y a déjà une grande différence dans la manière d'appréhender et de côtoyer. Après, par rapport à la question que vous avez soulevée sur l'Afrique et puis cette différence, je pense que la différence, ça c'est un avis personnel, mais je pense que le Burkina Faso, par rapport à son historique, a été déjà dans les années 80 avec Sankara, ils ont été pionniers par rapport au féminisme, par rapport à beaucoup de choses. Et il y a une prise de conscience beaucoup plus forte dans cet aspect communautaire qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et ça, c'est, je pense, le point fort pour pouvoir coexister avec les différentes minorités. S'il n'y a pas ce lien-là, ben voilà, on va faire de l'intégration, mais on va exclure aussi parce qu'on va stigmatiser, etc., avec tous les problèmes. Oui, finalement, il n'y a pas... Enfin, pour revenir à Genève ou à la Suisse, qui représente la communauté sourde ou malentendante et qui défend cette communauté au niveau politique, justement? Alors, c'est un vaste débat. Bon, il y a la Fédération des sourds, la SGB-FSS, donc Fédération des sourds suisses. Mais je sais qu'au sein de la communauté sourde, il y a des discrépances parce que voilà, il y a des prises de position. Et il y a toute cette problématique, comme je disais avant, des implants cochléaires, qui est une lutte, etc. Donc, il y a aussi des divergences par rapport à ça. Mais il existe une instance fêtière qui est associée avec une fondation, association qui gère les interprètes. Donc il y a quelque chose qui existe. Mais voilà, les sourds, ça c'est mon avis personnel, en tout cas ici à Genève, ils sont très vindicatifs, mais ne sont pas représentés, ils ne se représentent pas. Mais du coup, alors, une personne, si on est... Comment ça se passe quand on est adulte, qu'on est sourd ou malentendant? Est-ce que ces personnes se retrouvent à l'AI souvent? Parce que comment ça se passe au niveau de travailler, au niveau de vivre, tout simplement? Voilà, quelle est entre guillemets, la majorité des personnes, ou c'est plein de différences? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de différences et c'est assez compliqué. Il y a eu une époque où il y a eu cette volonté politique ici d'intégrer les sourds dans le monde du travail. Aujourd'hui, c'est quasiment balayé. Aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt on met à l'assurance, on met de côté, on n'intègre plus. Pour un sourd, c'est toujours très compliqué. Je connais une sourde qui a travaillé 18 ans dans une entreprise au canton de Vaud comme secrétaire. Et au bout de 18 ans, on la licencie. Le prétexte, elle ne peut pas répondre au téléphone. Donc c'est génial de mettre 18 ans pour se rendre compte qu'elle est sourde. Bon, je pense que c'est juste un prétexte. Mais le drame, le grand drame, c'est qu'elle a vécu une grosse dépression et encore aujourd'hui, elle a les stigmates de ça parce que tout d'un coup, c'était quelqu'un qui était autonome, qui luttait pour pouvoir dépendre de personne, avoir une vie normale. Et puis du jour au lendemain, on la jette. Alors au début, bien entendu, avec plein d'énergie, elle a essayé de trouver un autre travail. Il y a des gens qui lui ont fait des interviews, etc. Mais au bout d'un moment, ça a fait peur. Elle n'a pas été engagée. Donc maintenant, elle est tombée à l'assurance sociale, quoi, ou à l'assurance invalidité. Mais voilà, ça l'a profondément perturbée parce que ben voilà, on se sent exclu, rejeté. Et, voilà, et c'est un drame.
Et puis après, dans travers l'histoire, presque systématiquement, c'était des métiers, enfin vraiment des travaux manuels, hein, presque systématiquement. Après, avec le temps, ça s'est un peu développé, mais il n'y a pas 1000 champs professionnels. Puis après, moi, j'ai découvert ça pendant ma recherche, c'est qu'apparemment, dans les horlogers, il y a quand même beaucoup de personnes sourdes, mais en fait aussi dans l'art, je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on a vu des photos d'artistes sourds, des peintures d'artistes sourds, mais sans le savoir. Il y a beaucoup d'œuvres créées par la communauté sourde, mais on n'en a aucune idée. Du coup, après, il n'y a même pas le côté valorisation de leur travail, parce que, voilà, en bas d'un tableau, on a la signature de l'artiste, mais aucune idée de sa situation. Pourtant, on peut se dire, autant on l'a dit avant, les personnes qui sont sourdes, c'est beaucoup plus difficile pour elles que certains autres. J'arrive pas à trouver un autre mot que handicap, hein, mais pour des personnes malvoyantes ou autres. Mais pourtant, on pourrait se dire, bêtement, il peut lire, il peut écrire, elle pourrait être écrivaine, elle pourrait faire beaucoup de choses qui ne nécessitent pas de changer. Est-ce que de nouveau, on revient au fait que fait, le manque d'éducation, le manque d'accès, etc., empêche des personnes de développer des activités qui pourraient, a priori, d'un point de vue d'entendante naïve, fonctionner? Oui, bah c'est toute la problématique compliquée, hein. Moi, je vais donner un exemple simple qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Un sourd qui ne sait pas remplir sa déclaration d'impôt. Bah, avant, à Genève, il y avait une assistante sociale pour les sourds qui signait et qui faisait ce genre de choses. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, il a dû aller voir une assistante sociale normale qui ne signe pas, Bref, ça a été une gabegie totale. Et c'est ce à quoi ils sont confrontés sans arrêt. Ouais. Malgré qu'on leur donne des droits, parce que Genève, comme a reconnu la langue des signes et qu'a rentré ça dans la constitution genevoise, mais dans la réalité de tous les jours, il n'y a pas accès. Ouais, il y a un manque de moyens monumental. Enfin, la société dans laquelle on vit est complètement formatée pour les personnes entendantes, en fait. C'est simplement ça. Il y a un blocage, voilà, dès le début. Mais... Oui, je vais juste te dire, il y a des petites choses qui existent. Par exemple, il y a l'American Disability Act, qui est un acte pénal américain qui oblige la société à inclure les personnes avec un handicap sous peine pénale s'il n'y a pas d'application. Ça a appliqué aux États-Unis. Il n'y a rien en Europe à ce niveau-là. En Europe, nous, ce qu'on a, on suit, grâce à l'ONU, la Convention des droits des personnes handicapées, qui est une convention qui propose aux États qui signent cette convention de pouvoir proposer des manières d'intégrer les personnes porteuses de handicap de manière diverse. C'est très vague, c'est très bien, c'est très vague, mais c'est pas imposé. C'est l'ONU. Voilà. D'un point de vue étatique, en Suisse, on a la convention, effectivement, la convention fédérale qui ne reconnaît pas l'existence de la langue des signes, contrairement aux conventions cantonales. C'est logique, étant donné que la convention, elle, ne peut appliquer que ce qui est appliqué dans l'ensemble des cantons. Donc si la convention fédérale reconnaît la langue des signes, ça veut dire que tous les cantons la reconnaissent. Donc, pour que ce soit possible, il faut d'abord un accord où que chaque institution cantonale se mette d'accord sur la reconnaissance de l'existence de la langue des signes. Ce qui se passe à Genève et à Zurich et dans le Tessin, j'ai appris récemment grâce à ton exposition, c'est effectivement que ces trois cantons sont les seuls à reconnaître la langue des signes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit faire quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit agir. Ça doit justement dire que, voilà, c'est écrit sachez qu'en Suisse romande existe la langue des signes française, Suisse romande, je dois préciser, sauf qu'il écrit langue des signes française dans la Constitution, alors que dans le canton de Zurich, c'est reconnaissant d'un certain nombre de langues et la langue des signes aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire quelque chose. Ouais, ça veut juste dire que, enfin, alors que pendant près d'un siècle et demi, la langue des signes de chaque localité était interdite dans l'enseignement, dans le milieu professionnel ou autre, ben, là d'un coup, on remet en avant cette communauté-là. Pourquoi s'il n'y a pas de suivi derrière? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce qu'il y a des politiques? Il y a eu toute une série d'actes fédéraux qui ont été faits, qui ont été rejetés, et finalement il y a eu un accord des différents partis politiques
suisses qui ont proposé cette reconnaissance de la langue des signes au niveau fédéral. C'est très bien apprécié. Ça n'a pas abouti de nouveau parce que ça doit venir d'un élan fédérateur qui reviendrait non pas forcément qu'aux associations sourdes, parce qu'elles sont évidemment pour cette reconnaissance, mais ça doit aussi venir du public en général. Pour ça, il faut des initiatives dans le milieu professionnel, dans le milieu éducatif, dans tous les secteurs de la société, et ça coûte bien sûr beaucoup trop cher à la société de pouvoir faire ça s'il n'y a pas une injonction derrière. C'est triste de vouloir prendre l'exemple de la punition pour dire que ça doit avancer, mais quand on voit la différence états-unienne, je parlais de l'American Disabilities Act, mais bon, c'est l'américaine en sens états-unienne, ben, ça oblige à avoir une université sourde, l'université Gallaudet. Ça interdit le fait de ne pas avoir une personne formée à la communication accessible. Ça oblige les textes publics à être en langue facile, c'est-à-dire en easy language, pour que même les personnes sourdes qui peuvent avoir des difficultés à la lecture, comme d'autres personnes, sourdes ou pas évidemment, ben, puissent accéder de manière plus agréable à ce média qu'est la lecture. Et donc, c'est peut-être quelque chose que la Suisse, l'ONU, peut-être pas l'ONU, mais la Suisse et les cantons devraient penser, c'est quelque chose de plus injonctif sur les questions d'accès à l'information. C'est quelque chose qui manque. Et on peut laisser court, on peut laisser le débat se faire, mais si on laisse toujours le débat à des personnes qui ne sont pas touchées directement, ben, le débat est clos. Ben, ça touche qu'une personne sur 0,1% de la population, c'est pas intéressant. Mais ça, c'est le discours de ceux qui ne sont pas touchés. Dans ce que vous dites aussi, moi ce qui me marque, c'est qu'on parle, là on a fait un café philo sur l'évolution de la langue des signes. Maintenant on parle de la langue des signes, on dirait que c'est le point de discussion pour parler de la communauté sourde et malentendante. Enfin, c'est indissociable, il y a quelque chose de déshumanisant, sans dénigrer, hein, parce que la langue des signes c'est très bien, mais comment on parle de ces personnes et pas que de la langue des signes. Ouais, il y a une double difficulté. Bon, la première chose, c'est déjà la langue des signes, c'est la bataille depuis longtemps pour exister, et c'est l'identité de la culture sourde qui est revendiquée. C'est vraiment la base. Après, comme je disais ici, il y a les batailles des implants cochléaires, mais ça vient en plus, c'est rajouté. Vraiment, le point commun, c'est la défense de la langue des signes, et l'implant cochléaire, c'est ce qu'il implique, parce que justement, c'est, comme vous l'avez bien dit, la disparition de cette langue des signes et de la culture qui va avec. Donc ça, c'est la première chose. Puis j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire après. Je vais peut-être te couper en rebondissant et tu reviens quand tu veux. Évidemment, on arrive bientôt à la fin du café philo. Mais avant d'en arriver, on pourrait souligner aussi et poser la question de qu'est-ce qui se passe de positif aussi pour la communauté sourde. Il y a l'émission Signe sur la TSR qui traite vraiment du sujet et donc qui est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Une émission de variété finalement, mais qui parle évidemment beaucoup de cette problématique. On a le Café Vroom qui a ouvert à Genève. Vous allez développer un petit peu là-dessus. C'est pas si simple, mais c'est chouette. C'est un café donc destiné à ces personnes. Moi, j'y suis jamais allée. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Est-ce que c'est un bon endroit pour rencontrer peut-être mieux les personnes malentendantes, aller à l'encontre des gens, écouter, entendre des choses là-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ce niveau-là ? Voilà. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, on va dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et on donne notre point de vue de personnes entendantes. Mais c'est automatiquement en fait. Et après, ce sera intéressant de savoir ce que la communauté sourde genevoise pense de ce café philo qui a été organisé, mais dans le sens de l'idée. Est-ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas, c'est intéressant, est-ce qu'on peut en mettre plus en place, est-ce qu'il peut être organisé plus régulièrement ? C'est une bonne question. Après,
de nouveau, nous, on a cette vision extérieure. Puis moi, j'aime bien le dicton un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Du coup, on a tendance à se focaliser sur les choses, les difficultés, mais sûrement il se passe plein de choses positives. Et moi, ce que j'ai envie de mentionner, c'est le restaurant Vroom. Mais de nouveau, dans la communauté sourde, chaque personne sourde aura son avis sur le restaurant Vroom. Mais moi, je le vois comme quelque chose de très positif, dans le sens que voilà, il y a 3 restaurants où il y a des personnes, des employés qui sont sourds, qui travaillent, qui sont gérés par des personnes sourdes. Il y en a 3 en Europe. Le premier, il est à Paris. Il y en a un deuxième à Rome, 3e à Genève. Et en fait, il y en a un 4e qui vient d'ouvrir à Fribourg et il vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment que ça se passe bien à ce niveau et que voilà, ça a son côté positif et son succès. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui me viennent à l'esprit, malheureusement. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plus de galeries avec des artistes sourds qui se développent à Genève ou dans d'autres villes en Suisse? Je ne me rends pas compte. Est-ce qu'il y a plus de personnes entendantes qui s'intéressent de plus en plus à la LSF? De plus en plus de personnes qui s'intéressent à apprendre un peu des notions de langue des signes française? C'est un peu la question. Alors, moi, je vais revenir un peu là-dessus. C'est vrai qu'il existe pas mal de choses. Tu as cité le restaurant Vroom, c'est quelque chose qui est important, c'est une longue lutte, c'est un long cheminement pour l'avoir mis en place. Je trouve assez génial les échos que j'ai. Il y a des gens qui ont été exprès, par curiosité, sachant que c'est un restaurant sourd, mais il y a des gens qui ont été là-bas en pensant que c'est un resto normal. Et tout d'un coup, ils sont confrontés à cet univers de la surdité. Et tout d'un coup, il y a une interrogation, une découverte. Ça, c'est génial. Dans le côté intégration dans les deux sens, c'est assez génial. Mais je sais aussi que dans le monde des sourds, il y a déjà des dissensions autour de ce lieu. Hein, ça, c'est un peu typique des sourds. Dès qu'on fait quelque chose, ils vont se rebeller un peu. Ce qui m'a surpris, parce que c'est une initiative sourde, faite par les sourds pour les sourds, et ouvert aux entendants. Quand on a monté cette exposition, là je reviens sur quelque chose de personnel, et puis j'ai une expérience avec d'autres milieux sourds à travers le monde, où c'est pas tout à fait pareil qu'à Genève. À Genève, ça fait depuis 2016 que je développe ce projet avec les sourds, même c'est eux qui sont à la base du tout premier quand j'ai été le faire en Égypte. Pour les textes qui sont sur les photos, c'est passé au tamis par des sourds pour être sûr d'être juste, etc. J'ai demandé ceux qui voulaient être en photo ou pas dans l'exposition. On a vraiment travaillé ensemble. À aucun événement officiel de cette exposition, comme même aujourd'hui, les sourds sont venus. Alors qu'on a martelé, on les a vraiment poussés. Parce que moi, l'idée, c'était vraiment d'essayer de tisser un lien entre la communauté sourde et les entendants, et ne pas faire l'inverse des entendants vers les sourds. J'ai invité des artistes sourds à venir ici faire un événement pour qu'ils s'approprient, que ce soit de nouveau pas un entendant qui fait des choses, aucun écho. Et je le comprends, c'est tout à fait normal, c'est justement cette révolte de l'entendant qui pense pour la communauté, etc. Et j'arrive à entendre, ils sont venus, d'ailleurs, ils sont venus, il y en a un, Frédéric, qui est venu au vernissage, ils sont venus voir l'exposition, je le sais, mais en dehors, avec leur propre groupe, etc. Et puis hier, à la lecture, c'était une famille niçoise, sourde, qui sont venus ici, qui étaient surpris de ne pas voir de sourds genevois. Et là, je fais le parallèle en Espagne, parce qu'on monte l'exposition en Espagne avec la Fédération sourde. Même s'il y a aussi des dissensions, même s'il y a des problèmes identiques, là-bas aussi on attachait les mains des sourds, etc. etc. Mais c'est beaucoup plus... On arrive beaucoup plus facilement à travailler ensemble. Les sourds sont ouverts. Mais il y a aussi toujours cette barrière. Et puis pour donner un autre exemple, c'est que quand vous rentrez en contact avec les sourds, généralement ils vont vous repousser. Vous êtes entendant, non, vous faites partie des méchants, loin. Si vous arrivez à ouvrir la porte et puis vous faire intégrer et vous faire accepter, c'est un long chemin, on vous accepte pas. En tout cas, moi, ils ne m'ont pas accepté en 5 minutes. C'est vraiment un long chemin. Une fois qu'ils vous acceptent, ils vous baptisent. Ils vous donnent un nom qui est lié à votre nom, à qui vous êtes, à la rencontre, etc.
hein, que toutes les photos, les gens ont signé leur nom. À partir de là, ça ouvre toutes les portes. Au Caire, par exemple, Paul Helvetia, j'avais travaillé avec Paul Helvetia pour travailler avec la communauté sourde, donc ces entendants qui avaient organisé, je suis arrivé, tous les sourds étaient sur la défensive, grincheux, pas contents, et puis les gens qui organisaient ça, ils me disaient, mais comment on va s'en sortir, ça va pas. Moi, je suis arrivé, je me suis présenté avec mon signe, sourire, l'accès était total. Et c'est souvent comme ça. En Grèce, quand je fais le projet, je prends toujours beaucoup de temps. En Grèce, pendant 2 mois, on a échangé avec des emails, etc., pour mettre en place, parce que je commence toujours par un workshop d'1 semaine avec eux. Et puis ceux qui ont envie de faire le projet avec moi, après, ils font les photos, puis je travaille sur la langue des signes. En Grèce, je l'ai fait avant. Je suis arrivé pendant 1 mois. Tous les jours, j'ai toqué à la porte. Tous les jours, on me disait non, va-t'en. Et au bout d'1 mois, ils ont ouvert la porte. Ils étaient enchantés, mais ça a pris, voilà, il faut de la persévérance. En Allemagne, c'était pareil. Parce que je toque et puis que... Oui. Oui, non, tout à fait. C'était une image, bien entendu. Absolument. Mais c'est pour dire qu'il y a cette appréhension qui est très forte, qu'on sent très fort un peu partout. Mais ils sont tous dans la lutte. Ils sont brimés depuis tout le temps. Comment un peuple, pas un peuple, mais une communauté brimée sur aussi longtemps peut tout d'un coup être tout souriante et puis vous ouvrir les portes, c'est pas possible. Les enfants, ça dépend. Les enfants, c'est beaucoup plus compliqué parce que, si, comme je disais avant, si c'est un enfant sourd dans une famille sourde, il est immergé dans la culture sourde dès le départ et il est dans ce monde-là. Si c'est un sourd d'une famille entendante, il va généralement découvrir la communauté sourde à l'adolescence ou après, qu'il va accepter ou pas. Et puis si c'est un enfant entendant d'une famille sourde, ce qu'on va appeler enfant coda, souvent il va avoir plein de problèmes parce qu'il se retrouve à cheval entre 2 mondes avec tout ce poids de l'enfance où il a dû gérer les parents avec le monde extérieur. D'ailleurs, il y a un signe qui s'appelle combat. C'est un signe vraiment qu'on peut avoir parfois quand on échange entre sourds, c'est ah j'ai pas eu ça, ah on m'a pas aidé, ah j'ai pas su cet interprète. Faut continuer. C'est un signe très simple, ça représente une personne qui se bat contre les idées de cette personne-là, cette société qui peut être gênante. Et il y a parfois pas mal de slogans qui montrent que les sourds ont cette envie, parfois même politique, et c'est peut-être ça, peut-être en Espagne, c'est peut-être plus en avance, je ne sais pas, sur des députés sourds en Union européenne, on a une série de députés sourds aussi. Ce serait bien ici qu'on ait aussi, mais c'est vrai que ça fait partie des belles choses qu'on peut voir. On peut aussi parler du cinéma, on peut parler de l'expo photo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir où les sourds essayent de se montrer sur leur plus beau jour. Et parfois, c'est des initiatives entendantes, comme le film La famille Bélier, qui est une très belle initiative. Malheureusement, ça a été détesté par pas mal de personnes sourdes parce que les acteurs étaient entendants, et ils auraient bien aimé des acteurs entendants. Plus récemment, il y a eu la version Coda. Les acteurs sourds. Voilà, là, c'est le film américain, Coda, et là, ils ont fait venir que des acteurs sourds. Voilà, c'est là que ce film a été le concept français, réalisateur entendant, bonne volonté de la réalisation. Malheureusement, c'était que des acteurs entendants. Et quand ça a été la version américaine, des acteurs sourds, effervescence, mise en valeur du cinéma par les personnes sourdes. Et même chose pour le théâtre avec Emmanuel Laborie, que tu as cité. Ça fait partie de cette génération de joueuses qui a eu cette reconnaissance d'un point de vue du Molière, qui a pu encore jouer et qui encore passe régulièrement à la télévision, en insistant sur le fait de mettre en valeur son identité de sa communauté. Et ça fait partie des beaux cheminements qui sont encore trop éparses, mais qui sont partie des belles choses qu'on peut voir. Si tu veux vous lire.
Oui, oui, oui et non, mais c'est souvent comment la société approche ça, parce qu'un sourd justiciable, pareil, il sera au tribunal, et puis il va devoir communiquer. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment comment nous, pas intégrer, parce que ça, c'est le mauvais terme et c'est la mauvaise chose, mais comment on accepte de vivre ensemble. Oui, et c'est vraiment ça, je pense, le point le plus important, c'est que c'est pas les personnes sourdes ou autres qui ont un problème d'intégration. C'est comme pareil pour les personnes migrantes, hein. C'est la société qui a un problème de rejet de tout ce qui sort d'une norme établie. On est dans une société absolument normative et qui, par souci économique très souvent, justifie voilà, qu'on ferme des écoles. C'est assez hallucinant. Moi, quand même, à Genève, tu parlais de l'ONU avant, hein, dans une des 2 villes du monde qui reçoit l'ONU, qui propose des droits de l'homme, comme tu le disais bien aussi, c'est incroyable, moi, je trouve, vraiment, c'est choquant, c'est incroyable, c'est scandaleux qu'il n'y ait pas plus de moyens, et plus que des moyens, la participation des personnes concernées, et pas des moyens que les autres leur donneraient par gentillesse, Pardon ? De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Alors il y a une diffusion, mais ça passe inaperçu. Le problème, c'est le gros souci, et c'est le propos de mon travail, et de faire cette rencontre, c'est que les sourds, on les côtoie, mais on les voit pas. On les voit pas. Et on les entend pas. Oui, mais c'est des choses qui se font, ça se fait, ça se dit, ça a été annoncé par voie de presse, mais personne ne réagit parce que personne ne sait ce que c'est, les conséquences. Quand on a fermé les écoles d'interprètes, ça n'a pas posé de problème. Aujourd'hui, vous voulez être interprète, il faut aller à Paris. Et ça coûte très cher. Et si vous n'êtes pas interprète, vous ne pouvez pas officiellement faire de l'interprétation. Le problème, le problème, il est vaste, mais il est souvent par l'ignorance. Et c'est pour ça que moi, c'est le point, je ne savais pas si ça allait fonctionner, mais que je trouve génial avec ces petites phrases qu'on a mis, c'est que beaucoup de gens, tout d'un coup, se rendent compte de l'existence de cette communauté qui vit parmi nous, avec nous, et qu'on ne regarde jamais et qu'on n'entend pas. Et vu que c'est un handicap invisible, et de nouveau, moi, j'aime pas utiliser le terme handicap, et le nombre de fois aujourd'hui qu'on a mentionné les termes handicap, problème, difficulté, même nous, la stigmatisation, elle est constante, alors qu'on s'intéresse et on essaie d'être sensibilisé à ça. Et moi, j'ai envie de mentionner le fait que pour les personnes qui ont eu l'opportunité d'apprendre un peu une deuxième langue, moi, je trouve toujours fou que dans une autre langue, qui ait des concepts, des notions, on se dit, ah, mais en fait, ça fait vraiment sens et c'est vraiment fort, en fait, parce que j'arrive à exprimer une idée plus fortement que dans ma langue maternelle. Et de cette richesse, en fait, et entre le fait de s'intéresser à ce monde de la communauté sourde, mais en fait c'est tellement vaste, c'est tellement riche, l'histoire, la culture, les arts. Rien que la LSF, c'est un pas. Je pense qu'il y a déjà énormément de belles choses à apprendre. Et en fait, moi, j'y avais pas pensé, mais une fois, pendant ma recherche, j'ai eu régulièrement des rendez-vous avec des personnes sourdes, et me parlaient qu'elle aimait, ces personnes sourdes aimaient beaucoup les poésies. Puis en fait, pour traverser le temps, les poésies doivent être constamment signées, en fait. Et du coup, on doit prendre une minute à regarder la personne qui signe la poésie qui a été créée en 1800. Puis je dis, ah oui, en fait, c'est intéressant, parce que pour traverser le temps, maintenant, les gens se filment. Et il me disait, ah, moi, j'aime bien écrire des poésies. Et il me parlait de rimes visibles. Du coup, il y a des choses qui sont propres à leur langue et à leur culture. Et il me disait, ah, je me filme régulièrement quand je signe mes poésies. Et moi, je disais, ah, mais je serais intéressé de voir tes vidéos. Il disait, mais pourquoi? Je disais, mais parce que je trouve intéressant et beau et de découvrir ce monde qui est différent. C'est quelque chose qui m'a l'air vraiment intéressant parce que c'est fait différemment. Et voilà, avoir cette sensibilisation, essayer de porter intérêt à cette richesse. Je pense que voilà, plutôt de parler de richesse plus que des termes qu'on a mentionnés plusieurs fois pendant le café philo. Non, tout à fait, et qui rejoint tous les... pour revenir à l'école, qui est quand même la base aussi, si on veut. Pas de problème, merci.
Voilà, le problème, c'est plutôt de reconnaître la richesse de la diversité et des différences. Et c'est reconnu que, par exemple, des élèves, même de mettre des élèves qui auraient des difficultés avec des élèves qu'on a moins, ça ne porte pas préjudice aux élèves qu'on a moins. Au contraire, mais ça tire vers le haut. Alors, je ne parle pas en termes méritocratiques, mais ça aide, en fait, les autres personnes à apprendre. Et je pense que tu soulignes le point le plus important, c'est que finalement, notre société qui valorise parfois dans les textes, comme tu le disais, finalement dans ce qui est écrit pour dire faut reconnaître dans 3 cantons les personnes, mais on fait rien. Pourtant, a un problème à vraiment vivre la diversité et l'embrasser. Ouais, non, vraiment. Et je pense que c'est un des problèmes généraux de notre société qui aussi inclut en fait toute personne, que ce soit nous les entendants, que ce soit parce que nous-mêmes, en fait, voilà, comme tu l'as souligné, on a beaucoup parlé de handicap, de problèmes. Maintenant, on a tous des problèmes, en fait. Nous, les entendants, on aura des problèmes sur d'autres choses. Moi, je fais juste une anecdote. Une amie d'études, elle a été sourde, elle avait un problème de surdité, mais c'est pas une personne sourde de soi. Elle avait vraiment un problème technique, quoi, à l'oreille. Mais on s'en est rendu compte tard, quand elle avait genre 5-6 ans. Ça veut dire qu'elle a fait 1 année ou 2 d'école où en fait elle n'entendait pas, mais on ne le savait pas. Et elle a pu développer, mais on se marrait toujours avec ça, un problème. Elle sort des trucs, des expressions qui sont fausses, mais on voit qu'il y a un problème qui est vraiment lié à l'audition et à ce qu'elle a intégré pendant ces 2 années où personne ne le savait et où elle peinait, où elle galérait, je pense, toute seule. Et ça devient drôle. Je dis, elle en rit, puis elle l'accepte très bien, mais pour dire que, voilà, tu as tout à fait raison. Et voilà, je voulais juste souligner encore une chose, parce que là, on va devoir terminer, mais si vous avez encore une chose à dire, bien sûr, vous pouvez reprendre le micro. Je voulais le faire au début, je ne l'ai pas fait correctement, mais on s'excuse, et en même temps, on a fait le choix de faire ce café philo, malgré le fait que, comme on l'a souligné plusieurs fois, on n'a pas pu avoir de personnes malentendantes ou sourdes, et que de nouveau, on reproduit cette réalité où c'est de nouveau nous, des entendants, qui parlons d'autres personnes. Donc on s'excuse s'il y a eu des erreurs de parole, si on a pu heurter peut-être des personnes. C'était évidemment pas volontaire. On a vraiment fait le choix de faire quand même ce café philo pour ouvrir le débat, parce que c'est ça le but de ces cafés philo aussi. Et on invite, en tout cas nous les Bains des Paquis, l'association, les cafés philo, Denis et Jaime bien sûr, on est ouvert à toute proposition de la part de personnes qui voudraient organiser quelque chose, et on se donnera tous les moyens qu'on peut pour le faire. Vraiment, maintenant ou plus tard, et ce serait vraiment chouette de pouvoir refaire quelque chose, et justement de le faire peut-être pas nous, mais peut-être nous plutôt d'accompagner des personnes sourdes ou malentendantes qui souhaitent faire un projet ou faire quelque chose. Donc c'est vraiment ouvert. Voilà. Tout à fait. Elle s'appelle vraiment Assistance des... Non, très bien. Mais je pense qu'elle devrait quand même déjà changer la formulation des personnes souffrant d'un handicap. Alors déjà, il y a handicap, mais des personnes handicapées, c'est très stigmatisant. Mais c'est pas contre vous, et c'est important quand même, c'est pas grave. Mais pour ressouligner le problème de la stigmatisation, pour une initiative, il faudrait vraiment reformuler un peu. Mais c'est très bien qu'il y ait des choses qui se passent, c'est ça qui est important aussi. Est-ce que vous voulez... D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour terminer? Moi, j'aimerais surtout te remercier pour ce café philo, Jaime pour être venu, et puis vous d'avoir participé, parce que l'échange a été très riche, et j'ai appris des choses. Et puis j'espère, comme tu l'as souligné, ce serait vraiment génial qu'on puisse penser à réaliser un café philo uniquement fait par les sourds, peut-être même dans la technique, vraiment aller jusqu'au bout, et puis où nous, on devient vraiment ceux qui sont à inclure. Et même autre chose qu'un café philo, clairement, mais on est ouvert à ça. Merci beaucoup pour l'invitation, puis merci beaucoup pour ce café philo, et au plaisir de se revoir prochainement. Merci à vous, merci à tout le monde. Excellente journée. Au revoir. Merci Audrey.